Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma capsule sur mes réceptions du mois de mars. Donc je vais commencer avec les romans, les documentaires et les bandes dessinées. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est soit mon chat ici qui ronronne, ah vous le voyez pas, on voit un petit peu son bout de queue, ou soit la machine à bruit blanc de mon bébé qui fait sa sieste. Donc là, je l'ai sur le moniteur. Évidemment, on sait jamais comment les siestes de mon bébé vont aller. On prend toujours une chance. Je vais juste commencer en simplifiant encore une fois que je ne suis pas payée pour vous parler de ces livres-là. Donc, on me les envoie gratuitement. J'en fais ce que je désire. Moi, j'adore tellement parler de littérature jeunesse que j'en crée du contenu pour vous. Mais c'est toujours 100% honnête, 100% franc mes critiques pour vous. Je ne dois rien aux maisons d'édition. Donc, je voulais juste le préciser avant de commencer. On va y aller avec deux recueils de poésie que j'ai reçus. Commençons par le nouveau de la collection Unique. Donc cette collection-là, j'en parle et je vous dis à quel point à chaque fois c'est un coup de cœur. Donc c'est une collection de poésie qui vont toujours aborder des sujets coup de poing, des sujets qui sont plus difficiles, j'ai envie de dire, à aborder, mais qui sont ô combien importants à aborder pour nos adolescents ou nos jeunes ados. Et ici, on vient parler d'anxiété, puis on vient faire une belle métaphore avec une araignée qui vient justement tisser un piège de soie autour du personnage principal et on vient découvrir comment cette araignée-là, comment elle est arrivée dans sa vie et comment elle a un gros impact dans sa vie. Le personnage principal va devoir tout quitter, donc ses cours de danse, ses cours à l'école, sa maison pour aller se réfugier aux îles de la Madeleine chez sa tante pour espérer aller mieux. Donc c'est franchement très bon. Je pense que c'est l'un de mes coups de cœur dans la collection. Je pense que je dis ça à chaque fois, mais lui, j'ai vraiment l'impression que nos jeunes du primaire, il y en a que les sujets sont un petit peu plus intenses pour le primaire. Celui-là ici, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont se reconnaître. On a malheureusement beaucoup d'élèves qui font de l'anxiété en classe. C'est vraiment franchement bien écrit. C'est beau, encore une fois, je vous montre le graphisme. Tellement intéressant pour les jeunes, donc vraiment un très beau coup de cœur. Et encore une fois, cette collection-là, bravo aux éditions Héritage. Un autre recueil de poèmes, cette fois-ci dans la collection de la courte échelle, et nous avons Le plancher de la lune de Jean-Christophe Réel. Ça ici, on vient parler des troubles d'apprentissage. J'ai tellement trouvé que c'était une bonne idée. Encore une fois, on a beaucoup d'élèves qui vont se retrouver dans ce recueil de poésie-là. Et le plancher de la lune, dans le fond, c'est un enfant qui est rêveur et quand on lui dit justement reviens sur Terre, sort des nuages, lui préférerait être sur le plancher de la lune. Puis il vient nous expliquer aussi comment il vit toutes ces difficultés par rapport à la lecture surtout. Donc encore une fois, on a beaucoup de cocos qui vont s'y retrouver. C'est sûr que c'est un peu drôle que c'est de la lecture pour faire comprendre qu'il y a un personnage qui aime pas la lecture puis que c'est difficile pour lui la lecture, mais peut-être en lecture feuilleton avec nos élèves ou peut-être justement avec en sous-groupe d'aller analyser certains de ses poèmes. Il y a des élèves qui vont justement peut-être s'éveiller puis vraiment bien comprendre, bien s'identifier au personnage. Mais lui aussi a un beau coup de cœur, j'ai bien aimé. Juste le fait d'aborder les troubles d'apprentissage de façon différente, donc en poésie, c'est vraiment magnifique. On a maintenant dans les romans, donc j'ai reçu deux romans, puis ici c'est comme un heureux mélange entre roman et poésie, et quel coup de cœur! Quel coup de cœur! L'inoubliable de Lou Beauchesne, Beauchesne, pardon. L'inoubliable, c'est une jeune fille de 14 ans qui écrit des lettres à sa petite sœur qui est morte-née. C'est d'une beauté hallucinante. On vient aborder, oui évidemment, ce thème-là, c'est le thème principal du livre parce que chaque chapitre est une lettre pour Lino, sa petite sœur. C'est écrit parce que dans le fond, elle a trouvé un dactylo. Donc c'est écrit de cette façon-là. C'est beau là, j'aurais voulu surligner plein de phrases tellement c'était bien écrit, les images sont fortes, les émotions sont fortes, mais on se les fait pas imposer. Donc c'est une écriture qui est très implicite. Moi j'adore ce type d'écriture-là. J'aime beaucoup plus une écriture qui est implicite que de me faire imposer une émotion, si je peux dire. On vit à travers ces lettres le divorce de ses parents, on vit
une amitié avec, avec sa meilleure amie qui est vraiment une belle amitié saine. On vit par exemple, je mettrais un avertissement là, dans ma bibliothèque de classe. C'est sûr que c'est vraiment pour les 6e années plus matures, même secondaire surtout, mais 6e année très mature, parce que la sœur du personnage principal du personnage secondaire, pardon, va faire une tentative de suicide, puis c'est quand même écrit textuellement comment elle va s'y prendre. C'est 2 lignes, mais c'est 2 lignes quand même qui peuvent être traumatisantes là, pour certains enfants. Ce qui fait que on est vraiment dans les sujets matures, comme je vous dis, mais c'est d'une beauté, là. C'est juste pour l'écriture en tant que telle, c'est magnifique. J'ai déjà hâte de le prêter à mon amie Madeleine qui va assurément le lire et l'adorer comme moi. Vraiment magnifique. J'ai été très, très, très émue à la fin. Tu sais, je l'ai lu quand j'avais mon bébé sur moi, puis j'ai moi aussi perdu un bébé, pas à la naissance, là, mais lors du premier trimestre, là, pendant ma première grossesse, ce qui fait que je le lisais avec mon bébé maintenant sur moi de 4 mois. Puis j'étais émue, c'est vraiment un bijou, un énorme coup de cœur celui-là. Un autre roman, cette fois-ci, YouTuber 7. Donc, Olivier Simard nous arrive avec un nouveau tome. Je pense que ça fait comme plusieurs années qu'il n'avait pas relancé cette série-là. Et à la fin, il nous dit que c'est potentiellement là, le vrai dernier. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu moi aussi là, la série, ce qui fait qu'il a fallu un peu que je me remette dedans au début, mais on embarque là, rapidement là, dans l'écriture. Et j'aime tellement l'écriture d'Olivier Simard, je la trouve tellement... je sais pas comment je pourrais la décrire, je la trouve, oui, drôle, mais elle est terre à terre, elle est belle, il a vraiment une belle écriture, et il a une écriture qui est posée, il a une écriture qui est saine aussi, parce que c'est quand même une gang de gars qui se partent avec une chaîne YouTube, puis ils font des pranks, ils font des mauvais coups, puis ça pourrait tomber dans la masculinité toxique ou dans les machos, ou peu importe. Mais vraiment pas. On est dans des gars qui assument leurs émotions, qui ouvrent le dialogue entre eux quand ils ont un différend. J'étais comme, je lisais puis je me disais, waouh, quel homme, quelle belle façon de montrer aux enfants et surtout à nos garçons comment entretenir des amitiés qui sont saines et sereines et qui sont justement, loin d'être toxiques. Alors vraiment, Olivier Simard, j'ai beaucoup aimé. Puis tu sais, si vous connaissez pas cette série-là, on parle de réseaux sociaux, on parle d'une chaîne YouTube, c'est vraiment super accrocheur. L'écriture à l'intérieur, c'est très aéré, c'est vraiment agréable. Puis on a toujours attendez, des mimes comme ça ici. Donc après aux 2-3 pages, là, on a un mime. Puis c'est tellement drôle, ça ajoute vraiment un bel humour. Les élèves adorent cette série à chaque année. Donc merci Olivier pour ce nouvel ajout là, à ta série chouchou. Donc j'ai vraiment adoré ma lecture, sincèrement. On tombe maintenant dans les documentaires. Oh, là mon chat va sauter. J'ai peur qu'il saute sur la table où j'ai ma caméra. 2 nouveaux documentaires. Je pense que La Bagnole font une nouvelle collection qui s'appelle Mini Punk. Donc les bios qui ont du mordant. Donc c'est comme des documentaires biographiques. Ici je vais commencer avec celui-là ici qui est écrit par Pierre. J'adore, je vais vous montrer comment on écrit son nom là. Pierre. Je sais pas si ça s'appelle Focus. Bref, ça me fait vraiment bien rire. Donc c'est sur... Je m'excuse, je sais même pas comment prononcer ce groupe de musique-là. Ça faisait vraiment pas partie de mes références culturelles. Donc je dirais Voidvod, je sais vraiment pas, je m'excuse, je le massacre, j'aurais dû le chercher avant de commencer la vidéo. Donc le trash metal expliqué aux enfants, ici on vient raconter l'histoire de ce groupe musique qui vient du Saguenay, si je me souviens bien, non pas du Saguenay, de Jonquière, pardon. Et on vient expliquer comment ils ont eu un énorme impact dans l'industrie musicale mondiale. Et donc j'ai appris à les découvrir avec ce documentaire-là. Donc, tant mieux pour moi. Et je pense que les enfants vont trouver ça intéressant, assurément, d'apprendre à découvrir sur un groupe musical d'ici. Donc, à ajouter dans nos documentaires différents, je tiens à vous dire. Un autre documentaire donc différent qui est ici sur Claude Gauvreau. Donc, l'art vraiment bizarre expliqué aux enfants. Donc, Claude Gauvreau est un artiste qui s'est fait connaître par ses peintures, je pense. Et ensuite qui a commencé à écrire des poèmes très éclatés.
et qui a finalement commencé à inventer des mots dans ses poèmes. Bref, on est dans un art, comme le titre le dit, un art vraiment bizarre. On vient l'expliquer aux enfants et à la fin, ben, tu sais, ça finit comme ça. J'ai trouvé que c'était très simple comme fin, mais en même temps, ça dit ce que ça fait. Ça vient expliquer un art vraiment bizarre, donc l'art de Claude Gauvreau, aux enfants, tout simplement. Un autre documentaire ici, Opération Mange Gardien, non au gaspillage alimentaire, donc aux éditions Isatis. Et ici, c'est un documentaire ultra complet sur le gaspillage alimentaire. Donc, on a vraiment le pourquoi, l'impact, on a vraiment énormément de statistiques au début qui sont percutantes. Là, justement, on a une section ici à faire dresser les cheveux sur la tête et je vous confirme que ça fait vraiment dresser les cheveux sur la tête, tout ce qu'on gaspille. On le réalise pas quand on est justement juste nous à la maison, puis, mais c'est vraiment surprenant comment on fait beaucoup de gaspillage. Et on a aussi plein de belles façons, dans le fond, de réduire le gaspillage, tant pour nous que tant que pour le consommateur, que le producteur, que pour le distributeur, et donc plein d'impacts qu'on peut avoir. Donc moi j'aime toujours les documentaires, quand ça se veut un documentaire un peu alarmiste, là, j'aime quand on a des pistes de solutions pour les enfants, pour pas tomber dans l'éco-anxiété non plus. Donc non, vraiment c'est super pertinent pour le thème, pour le jour de la Terre là, qui s'en vient en avril. Je pense que ça peut être vraiment intéressant à ajouter dans son thème. Je vais continuer avec celui-ci. Donc ça ici, c'est une nouvelle maison d'édition, donc Grande Jeunesse. Et Grande Québec. Donc Grande, c'était déjà une maison d'édition, j'ai déjà collaboré avec eux. Mais là, ils ont ouvert une maison d'édition 100%, une branche 100% québécoise. Et ici, nous avons C'est quoi le Québec? Donc, on a une panoplie de questions qu'on vient poser aux enfants. Et on vient demander, par exemple, quelles sont les villes les plus peuplées du Québec? Y a-t-il des montagnes au Québec? C'est quoi le gouvernement? C'est qui le chef au Québec? Donc, pour un programme d'univers social, là, au 3e cycle, je pense que ça va être vraiment pertinent. Et même au 2e cycle, parce qu'on a quand même une bonne partie sur la Nouvelle-France. Toutefois, je mets un petit bémol. Vous savez comment tout ce qui est la cause des Autochtones me tient à cœur, des Premières Nations. Ici, d'abord, on vient dire que non, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Chose que, merci, on est rendu là. Toutefois, on fait vraiment juste une petite place aux Autochtones, j'ai trouvé dans le documentaire. Et même qu'on vient dire qu'il y a malheureusement des milliers d'Autochtones qui sont décédés entre telle année et telle année. On ne sait pas trop pourquoi. Malheureusement, c'est faux parce qu'on sait pourquoi. Il y a carrément eu un génocide des Autochtones de la part des Français qui sont arrivés. Et là, on parle justement qu'il y en a beaucoup qui sont disparus à cause des maladies parce que les Français sont arrivés avec des maladies. Mais comme je vous dis, il y a une partie de l'histoire qui est un peu cachée dans cette façon de le dire. Toutefois, j'avoue que c'est la façon dont le gouvernement veut qu'on parle de l'histoire du Québec aux enfants. Donc, dans notre programme d'univers social, c'est vraiment ça qui est mentionné. Donc, ça suit vraiment le programme d'univers social. Mais si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, malheureusement, je pense pas que c'est le livre qui va tout expliquer à vos élèves. Donc, je trouvais qu'on cachait une petite partie de l'histoire, mais pour le reste, c'est vraiment super pertinent pour ce qui est géographie, pour ce qui est justement le gouvernement, expliquer le Parlement, et même justement pour après la Nouvelle-France et tout, c'était bien écrit. Puis c'était toujours des courts paragraphes, donc je pense que pour l'intérêt des élèves, là, ça va bien fonctionner de cette façon-là. Dernier documentaire, nous avons ici Ce que peuvent les garçons. Donc aux éditions Goater. Ici, Ce que peuvent les garçons, c'est un documentaire sur plein de biographies d'hommes qui peuvent être différents. Donc, c'est vraiment une ode à la diversité masculine. Donc là, on est vraiment dans les hommes ici. Donc, on a Ludovic, un passionné de sirènes. Donc, on a toujours ici une photo avec lui, puis on vient faire une petite présentation. Et ensuite, on a un peu comme une entrevue qu'on pose là, à l'homme en tant que tel. Donc, on pense souvent que les sirènes, c'est pour les filles. Comment tu le vis? Une fois que tu portes ton costume, quelles sont les réactions? Un message pour les garçons qui voudraient aussi entrer dans le monde des sirènes. Donc, c'est vraiment comme une entrevue avec lui qui parle. Donc, on a un homme sirène, on a un homme qui porte écou des jupes.
On a un éducateur à l'enfance, on a un sage-femme, un papa à la maison, un garçon qui aime lavoir les cheveux longs, un danseur classique, etc., etc. Donc plein de choses que les hommes peuvent. Et à la toute fin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, on dit, regarde comment ça se passe dans les autres cultures. Donc en Afrique, on vient présenter le boubou, qui est une toge, comme une robe, et on vient dire, tu sais, pourquoi en Afrique, justement, ça ici, c'est un habit qui est culturellement accepté et même, justement, priorisé, j'ai envie de dire, alors que ici, une robe, ça ne le serait pas pour les hommes. Donc, vous voyez un peu le comparatif. Toutefois, j'ai trouvé qu'on allait vraiment dans les clichés culturels, parce que on parle aussi, ben là d'abord, je vais le cacher là, parce qu'on a le I d'Amérique. Donc, on aurait préféré avoir, moi je vais le barrer là vraiment au crayon, puis je vais écrire les Autochtones et les Premières Nations. Mais on vient encore une fois là vraiment dans la façon très traditionnellement culturelle. On s'entend que les Autochtones ici au Québec ne s'habillent pas comme ça dans le commun de leur quotidien. Mais on vient quand même parler de leurs cheveux longs, que pour certaines nations, les cheveux longs ont vraiment une signification dans leur spiritualité et tout. Donc, je trouve que c'était pertinent cet apport culturel-là, mais on était quand même très dans les clichés culturels, et comme je vous dis, moi je vais aller barrer le titre parce qu'il n'est pas question que le mot en I se retrouve dans ma classe. Et je termine avec une bande dessinée coup de cœur, mais coup de poing aussi, chez Bayard. Nous avons ici Qu'est-ce qui se passe avec toi de Jenny Jordal. C'est une traduction norvégienne, mais ça paraît pas beaucoup que c'est une traduction. Moi, généralement, j'aime pas beaucoup les traductions, là, mais honnêtement, là, c'était vraiment très approprié là, pour nos élèves. Le format est quand même drôle, je trouvais que ça faisait très manuel scolaire. Là. Je pense que j'aurais préféré une couverture rigide, mais outre ça, on vient parler de grossophobie. On vient parler de troubles alimentaires, on vient parler d'anxiété, on vient parler d'estime de soi, d'acceptation de soi, de relations toxiques en amitié. On vient parler, on a tellement des beaux thèmes, mais faits de façon très délicate, très insidieuse aussi, parce que c'est ça les troubles alimentaires, c'est très insidieux. Et ici, tu sais, on commence avec une jeune fille dont la grand-maman fait un commentaire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Dans la famille, tout le monde est mince, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ben non, c'est une joke. On commence comme ça. Et on vient après montrer tous les petits commentaires qui peuvent avoir un énorme impact sur nos enfants. Donc, quand, par exemple, quelqu'un, ah ouais, tu te prends une deuxième assiette, t'es sûre? Ou, ah ben non, mais là, pas de dessert, là, t'as assez mangé. C'est une grosse portion, tu trouves pas? Tu sais, ce genre de commentaires-là qui ont eu un impact immense. Et la jeune fille, dans le fond, elle vit de la grossophobie à l'école. Sa vie est plus difficile à cause de ça, et ses parents sont comme déçus qu'elle vive des difficultés à cause de son corps et lui proposent de maigrir. Et lui proposent de faire ça super, de façon bienveillante. Honnêtement, c'est bien amené. Puis on voit comment les parents le font pour le bien de leur enfant, même si on va dans l'opposé complètement, mais ils veulent le bien de leur fille, puis ils leur proposent de donner des sous à chaque kilo qu'elle va perdre, et ça va devenir rapidement une obsession. Puis ça ici, c'est comme le monstre là, dans sa tête qui vient lui parler, puis quand elle se regarde, je vais essayer de trouver une image, quand elle se regarde dans le miroir, on voit que comme ici là, voyez-vous, donc elle se transforme là en gros monstre, puis les illustrations sont magnifiques, puis illustrent vraiment très bien tout ce qui est justement là, de ce trouble alimentaire là. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai comme pas de mots pour bien le décrire, j'ai l'impression, pour bien vous le vendre, mais je pensais à une petite cocotte dans ma classe à qui c'est sûr que je l'aurais fait lire, ou que je l'aurais lu avec elle peut-être sur l'heure du dîner, puis, ou je l'aurais prêté à un éducateur spécialisé pour qu'il puisse le lire avec elle, pour qu'il puisse l'accompagner là, dans ce défi-là dans sa vie. Malheureusement, on en a, les troubles alimentaires commencent, c'est peut-être une idée préconçue, mais j'ai l'impression qu'ils commencent encore de plus en plus tôt à cause des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'à avoir là, dans sa bibliothèque du primaire pour conscientiser tous les enfants, pas seulement les enfants qui en sont atteints, pas seulement les enfants dont l'estime de soi est fragile, mais pour conscientiser là, vraiment tous les enfants. On a une belle partie aussi sur les relations amicales toxiques. Vraiment, très beau coup de cœur pour ce documentaire-là. Vraiment. Alors, j'ai eu le temps de faire ma vidéo sans interruption. Je suis très fière. Merci, Colin! Alors,
C'était tout pour la version documentaire BD roman. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez préféré, ce qui pique votre curiosité, vos découvertes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les albums maintenant. Merci de votre écoute!